Ça tombe bien qu'on parle, on a parlé beaucoup des héroïnes de jeux vidéo, puisque en fait il s'agit du début de mes recherches et de la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des études dans ce domaine. Du coup, ça va vraiment être le point de départ de ma présentation. En fait, l'idée de cette présentation, c'est de repartir vraiment du début de mes recherches quand j'étais en master, pourquoi j'ai voulu faire ce genre de recherche, et de vous montrer comment, au fur et à mesure, je me suis confrontée à des personnages ou à des questions qui ont remis en cause en fait, le cadre théorique que j'avais commencé à m'installer pour faire ma recherche, et qui ont remis en cause aussi mon propre regard et ses angles morts. Pour rendre compte de ça, je vais donc vous parler de la manière dont j'ai conduit mes toutes premières recherches, ce qui les a remis en cause, et ensuite j'essaierai de vous montrer un ensemble de textes, d'exemples et de questions qui reflètent les questions que je me pose aujourd'hui. L'idée, c'est surtout pas de de dire que je fais une liste exhaustive de toutes les méthodes ou de toutes les questions qui pourraient être liées à l'intersectionnalité, surtout pas. C'est vraiment une expérience située en tant qu'étudiante, et j'essaie vraiment de rendre compte en gros d'un ensemble de questions que je me pose et d'un cheminement qui est loin d'être abouti, mais qui est encore en cours. Voilà pour le début. Alors, donc, j'ai commencé mes recherches en fait en Master 1. Je me suis inscrite en Master d'études culturelles parce que je voulais travailler sur Bayonetta. En fait, si j'ai fait de la recherche, c'est de la faute de Bayonetta, dont j'étais totalement fan. Et la première chose qu'on m'a conseillé, qui était un très bon conseil, c'était, avant de m'interroger sur une héroïne en particulier, ça serait peut-être bien que je fasse une typologie d'héroïne. À l'époque, il n'y avait pas encore les vidéos d'Anita Sarkeesian. C'est vrai que ça manquait un petit peu d'un point de vue général sur toutes les héroïnes qui pouvaient être mises en scène dans les jeux vidéo. Donc j'ai commencé, c'était pas une typologie exhaustive, puisque ma méthodologie c'était je vais jouer au jeu du début jusqu'à la fin, donc forcément toute seule en un an c'était un peu compliqué. J'aime beaucoup mettre des bâtons dans les roues. Donc j'ai essayé de dresser une première typologie d'héroïnes, de les classer selon les rôles qu'elles occupaient dans les jeux vidéo, et une fois que j'avais ce type de rôle-là, je m'interrogeais sur les représentations genrées à l'intérieur des différents types d'héroïnes. Donc Marlar les a notamment présentées. On avait par exemple la demoiselle en détresse, qui finalement est avant tout un objet de quête. On a l'adjuvante, on a les sorcières, on a aussi un rapport à la magie qui va être assez particulier, où finalement on va avoir des femmes qui vont plutôt être des mages blancs, qui vont récupérer les sorts de protection, les sorts de soin, mais pas forcément les sorts d'attaque. On a plutôt des combattantes, etc. etc. La première chose en fait qui m'a semblé problématique une fois que j'avais cette typologie, mais à cette époque-là j'avais pas les outils pour l'analyser, c'est que la quasi-totalité des héroïnes qui étaient dans ma typologie étaient blanches. L'autre chose aussi qui s'est posée, c'est qu'elles étaient toutes, ou du moins elles me semblaient toutes hétérosexuelles, ou du moins ce que j'ai compris par la suite, c'est qu'elles étaient faites pour un regard hétérosexuel. Je reviendrai moins là-dessus puisque Marlar l'a déjà beaucoup développé. Et donc, c'est notamment en travaillant sur le jeu Resident Evil 5 que je me suis rendu compte qu'il me manquait des outils dans ce que j'étais en train de développer, et que seuls les outils liés au genre ne me permettaient pas forcément d'étudier la représentation du personnage de Shiva Alomar, qui est l'adjuvante de Chris Redfield dans Resident Evil 5. Donc, du point de vue du genre, le personnage il est déjà assez ambivalent, comme Marlar l'a montré tout à l'heure notamment, puisqu'elle demeure adjuvante. Une partie des costumes vont servir à la dénuder, mais en même temps, l'accent est beaucoup mis sur sa capacité à combattre, notamment là, dans la scène d'introduction que je vous ai mis. Et c'est vrai qu'on a une partie des joueuses qui ont plébiscité Shiva Alomar par rapport à ce côté finalement très, très combattant, très je peux m'en sortir toute seule. Mais en fait, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que j'ai oublié de lancer mon chronomètre, c'est l'un des... Bon, il n'y a pas de suspense, Marlar l'a montré tout à l'heure, c'est l'un des costumes additionnels que vous pouvez remporter comme récompense au cours du jeu. Donc, vous avez vraiment l'aspect être dénudé
et avoir le corps de l'héroïne comme une récompense, mais le costume en lui-même ne peut pas être étudié uniquement avec les outils du genre et du sexisme. Il nous faut autre chose pour l'étudier. Et en fait, c'est à ce moment-là vraiment où j'ai compris l'importance d'une approche intersectionnelle des représentations dans les jeux vidéo. Donc, petit aparté, tous les articles que, en fait, à chaque fois, j'ai essayé de faire des diapos avec quelques références, si ça vous intéresse. J'ai essayé de choisir uniquement des articles qui peuvent être téléchargés gratuitement en ligne. Si ce n'est pas le cas, si vous n'arrivez pas à les trouver, vous pouvez m'envoyer un mail, je les ai tous en PDF, je peux vous les envoyer, et j'essaierai de les mettre sur Twitter après, pour que ce soit accessible. Donc, l'intersectionnalité, c'est quoi? Donc, c'est un terme qui nous vient du black féminisme. C'est un terme qu'on voit notamment apparaître dans les articles de Kimberly Crenshaw à la fin des années 80, notamment en 1989, et qui va lui permettre notamment d'étudier et de critiquer la prise en charge des problèmes des violences conjugales. En fait, elle part du constat que les discours féministes et les discours antiracistes n'ont pas réussi, je cite, à représenter les points d'intersection du racisme et du patriarcat. Donc, elle va ensuite faire vraiment tout un article sur la notion d'intersectionnalité et elle va décrire ce qu'elle appelle l'intersectionnalité structurelle. C'est-à-dire en fait que les femmes de couleur sont positionnées, je cite encore, à l'intersection de la race et du genre. Et donc elle reprend cet exemple des violences faites aux femmes et elle dit que finalement le problème c'est que dans la manière dont on prend en charge ce problème, on considère que toutes les femmes font partie d'un groupe homogène qui serait donc qui appartiendrait au même groupe social femmes, mais qu'on ne prend pas en compte d'autres aspects de leur identité, notamment liés à la classe, à la couleur de peau ou à la sexualité. Et donc, elle critique les politiques féministes et les politiques antiracistes de cette époque, puisqu'en gros, elle dit qu'on a d'un côté des politiques féministes qui vont mettre les femmes de couleur de côté parce qu'elles ne sont pas blanches, et de l'autre côté, on a des politiques antiracistes qui vont les mettre de côté parce que ce sont des femmes. Et donc, elle commente qu'il s'agisse de la volonté féministe de politiser le vécu des femmes ou de la volonté antiraciste de politiser le vécu des gens de couleur, ces efforts sont souvent engagés comme si les questions et les expériences auxquelles ils s'attachent respectivement concernaient des terrains mutuellement exclusifs. Les recoupements évidents du racisme et du sexisme dans la vie réelle, leurs points d'intersection, trouvent rarement un prolongement dans les pratiques féministes et antiracistes. Et en fait, elle souligne vraiment la nécessité de prendre en compte les différents aspects de l'identité des personnes, puisque dans leur vie quotidienne, les gens ne sont pas morcelés. Leur identité forme un tout. Et donc, ce qu'elle propose, c'est plutôt d'étudier les représentations de genre, les représentations de classe, les représentations ethno-raciales, à chaque fois à part, comme des domaines mutuellement exclusifs. Il faut essayer de les interroger ensemble pour voir comment toutes ces représentations-là, ensemble, elles se co-construisent. Pour voir comment elles sont imbriquées. Et donc, l'un des points forts de l'intersectionnalité, c'est justement de mettre les femmes de couleur au centre, puisqu'elles sont à cette fameuse intersection de plusieurs rapports de pouvoir, et non pas de les laisser à la marge. Donc, avec le personnage que je viens de vous présenter, et le jeu dans lequel elle intervient, on prend conscience vraiment de la nécessité d'articuler au moins les représentations de genre et les représentations ethno-raciales pour analyser ce personnage et étudier la manière dont il s'inscrit dans le jeu. Donc, je vais essayer de rapidement vous faire une petite étude de ce personnage et du costume. Donc, le costume, déjà, il faut savoir qu'il s'appelle Tribal. Ce qu'on y voit, donc, bon, ça va, les images sont assez nettes. Donc, on voit le personnage qui a des peintures sur le corps, qui pourraient être donc qualifiées de tribal selon le nom du costume. Elle va porter beaucoup de colliers, de bracelets pour orner son cou et ses bras. On a des colliers qui vont être faits dans du bois, aussi un collier qui est fait à base d'os.
On a des peaux de bête aussi, elle a un haut qui symbolise une peau de bête, et elle a aussi quelques plumes au niveau de la taille. Donc en fait, ce qu'on a, c'est aussi un rappel constant de la nature, des matières naturelles et des animaux. À partir de ce costume et à partir du jeu dans lequel... ah oui, alors il a été aussi nommé costume de l'année par PlayStation, qui affiche un magazine. Petite blague à part. Donc on peut, ce que je vous propose, c'est de tirer 3 fils d'analyse à partir de ça. C'est absolument pas exhaustif, mais bon, disons que c'est les 3 points que j'aimerais mentionner aujourd'hui. On a déjà une représentation totalement fantasmée de l'Afrique. Donc, il y a un chercheur qui s'appelle David Leonard, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui appelle ce type d'image un échantillon virtuel du continent noir et des corps noirs. Ça sonne beaucoup mieux en anglais, je suis désolée. En fait, c'est c'est l'idée d'avoir une image totalement stéréotypique. Plusieurs images stéréotypiques qui, ensemble, doivent évoquer une image de l'Afrique. C'est une pratique qui va beaucoup lier à la notion de tourisme, où on va faire une récolte d'images composites qui doivent nous évoquer un pays, qui doivent nous évoquer une culture telle que nous la représentons. Je vous renvoie aussi notamment donc, à Bell Hooks, qui, dans un livre qui s'appelle Black Looks, chapitre Eating the Other, je reviendrai aussi notamment sur cette phrase tout à l'heure, elle écrit « C'est précisément ce désir pour le plaisir qui a conduit l'Occident blanc à nourrir un fantasme romantique du primitif et une recherche d'un véritable paradis primitif, qu'importe si cet endroit est un pays, un corps, un continent noir ou une chair noire. » Je vous ai mis l'original ici, puisque là c'est moi qui traduis juste pour les besoins de la présentation. En fait, je trouve que c'est une citation hyper intéressante, puisque en fait, elle fait appel disons qu'elle nous incite à réfléchir sur la construction de représentations qui vont être liées à la notion de plaisir et à la notion de fantasme. C'est hyper intéressant pour les jeux vidéo, puisque l'un des arguments qui est souvent employé quand on critique la représentation, c'est de dire « oui, mais de toute façon, ça n'est qu'un jeu ». C'est notamment un argument qui a été extrêmement utilisé dans la polémique, disons quand Resident Evil 5 a été critiqué. La réponse souvent c'était « oui, mais ça n'est qu'un jeu », pour essayer de laisser de côté en fait toutes ces critiques. Et donc, ce que Bell Hooks met au jour dans cette citation aussi, c'est l'idée qu'on va construire et on va consommer une image de l'autre pour notre propre plaisir. Et à travers la pratique de l'exploration qu'on a notamment dans ces jeux, c'est qu'on va essayer un peu, nous, en tant que joueurs, de pénétrer un inconnu, d'aller un peu expérimenter le dangereux. Et finalement, ces représentations-là, ces images, c'est une sorte d'aire de jeu qu'on va pouvoir explorer pour notre propre plaisir. Sur cette notion d'exploration, je vous renvoie notamment à la bande-annonce du jeu, dans laquelle en fait, on voit une horde de villageois qui vont brandir des armes, et on a le héros, donc Chris Redfield, le héros blanc, qui derrière commente ce qu'il voit et nous dit « Je l'ai su au moment où je suis arrivé. Ici, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'humanité. » Donc la problématique du héros blanc militaire occidental qui tire sur des villageois africains notamment été résolue par le fait de mettre une adjuvante venue d'Afrique. Donc ce discours sur à la fois l'humanité et l'absence d'humanité, elle m'amène à 2 autres points par rapport à ce costume. C'est d'un côté le fait d'apposer un regard blanc, masculin, hétérosexuel sur ce qu'on voit dans le jeu, et ensuite le fait de convoquer à travers le costume des notions comme l'animalité, la bestialité, et qui est une représentation assez récurrente. Donc, je vais aller assez vite sur la soumission à un regard blanc, etc. Puisque, donc Marla, on a déjà parlé, on parle donc souvent du male gaze quand on parle des jeux vidéo, pour aborder donc ce fameux regard de la caméra qui est censé être un regard neutre, un regard totalement neutre et objectif, alors que tant par celui qui choisit les plans que par celui qui est imaginé en tant qu'audience, c'est finalement un regard masculin hétérosexuel qui est envisagé.
On le voit notamment dans les costumes que Marlar a montré. Mais en fait, ce regard, et notamment dans ce jeu, c'est aussi un regard blanc. Tant par la présence du héros, donc Chris Hadfield, que par les séquences cinématiques qu'on a vues. En fait, on suppose que, en fait, on part du principe que vous êtes étranger à l'Afrique et que vous allez vous identifier à ce héros blanc et occidental qui va explorer le continent. Et on va vraiment appliquer un regard totalement extérieur à la situation, et c'est le cadre du héros qui va primer et qui vient structurer toute la narration et toute la vision qu'on porte sur ce continent dans le jeu, et notamment dans la bande-annonce. Donc on témoigne tout le récit qu'il vient de faire dans la bande-annonce et l'avis qu'il porte sur le continent. Je l'ai su au moment où je suis arrivée. Et enfin, donc, je reviens sur mon costume. Donc on a aussi un discours qui est très proche des notions d'humanité, d'absence d'humanité, d'animalité. Et c'est quelque chose qui est vraiment à rapprocher cette fois du costume et du personnage. En fait, donc on a vu que le fait d'être quasiment dénudé, c'est vraiment le fait de considérer le corps des femmes comme une récompense et comme un objet de plaisir sexuel. Mais là, avec ce costume-là, on a aussi tout un jeu sur le stéréotype du sauvage. Et la sexualisation du personnage, elle n'est pas seulement due au fait qu'il s'agit d'une femme, mais elle joue aussi sur un stéréotype racial, qui est le stéréotype du sauvage, du primitif, qui est renforcé par un stéréotype sexuel, celui de la bête de sexe. Et en fait, c'est l'idée que la personne racisée est totalement déshumanisée parce qu'on va la présenter comme guidée par ses instincts. Donc on va la rapprocher de la notion d'animalité, de bestialité, on va la rapprocher de la nature, en opposition à l'idée de rationalité, de revenu. En fait, donc David Leonard, notamment, je vous renvoie encore à son article, il va reprendre l'analyse de Bell Hooks pour parler des jeux vidéo, et il va montrer comment on exotise l'autre pour donner du piment. Il va l'appliquer notamment aux jeux vidéo en montrant que la plupart du temps, quand on montre des femmes non blanches dans les jeux vidéo, on les exotise pour proposer aux joueurs de goûter quelque chose de différent. D'ailleurs, la métaphore du goût de la nourriture, elle est assez forte. Donc tout à l'heure, vous aviez Bell Hooks, Eating the Other, et David Leonard qui parle de taste something different, et qui parle aussi de consommer l'autre. On a vraiment des métaphores comme ça qui sont assez fortes. Dans le fait d'exotiser, on le voit aussi énormément dans cette image promotionnelle, donc qui vous vend les différents costumes que vous allez pouvoir débloquer pour Shiva Alomar. Vous remarquez que dans tous les costumes, même le plus fantaisiste, qui est le costume conte de fées, elle a une arme à feu. En revanche, dans le costume qui est dit tribal, elle a un arc. On joue encore vraiment sur ce stéréotype du sauvage en la mettant à part par rapport aux autres costumes qu'elle peut incarner. Donc, avec cet exemple, ce que j'essaye de vous montrer, c'est que là, pour le coup, on a vraiment des représentations genrées et des représentations ethno-raciales qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres, et qu'il faut réussir à étudier les deux en même temps et pas de manière totalement indépendante pour réussir à faire une étude du personnage et du jeu dans lequel il s'inscrit. Ensuite, j'ai essayé un petit peu de vous lister les endroits où on pouvait retrouver ce genre d'analyse dans les jeux vidéo. Donc, il y a David Leonard que j'ai beaucoup cité, je vous ai mis l'un de ses articles qui est disponible en ligne. Lui, en fait, il travaille beaucoup sur la représentation des personnages noirs dans les jeux vidéo. Il essaie de voir un petit peu le rôle qu'ils occupent dans les différents jeux, et il en vient aussi à conclure que finalement les rôles sont assez stéréotypiques. On va retrouver beaucoup de sportifs, beaucoup de gangsters, etc., etc. Il fait aussi une partie du travail sur les femmes non blanches que je vous ai cité tout à l'heure. On a d'autres articles, notamment celui de Vid Sisler, lui en fait il travaille sur la représentation des personnages arabes dans les jeux vidéo. En fait il travaille en deux parties, c'est assez intéressant puisque dans une première partie il va montrer comment les personnages arabes sont représentés dans les jeux vidéo occidentaux.
Donc il en arrive lui aussi à une conclusion comme quoi finalement les personnages sont représentés de manière très stéréotypique. Souvent c'est un ennemi dangereux à abattre. On utilise tous les codes de l'orientalisme pour montrer des sociétés dans le monde arabe qui vont être totalement exclues de la modernité, qui vont être comme hors du temps. Mais ensuite, dans une deuxième partie, il va totalement décentrer son regard des jeux vidéo occidentaux pour aller s'intéresser aux jeux vidéo qui sont créés dans les pays arabes pour voir comment les créateurs se réapproprient leur identité et comment ils retournent ces stéréotypes pour essayer de les combattre. On a un article de Liza Nakamura aussi qui est hyper intéressant. En fait, elle revient sur un article d'un blogueur aux États-Unis qui en fait a utilisé la métaphore des jeux vidéo pour expliquer les problématiques des représentations genrées et ethno-raciales, où en fait il utilise donc la métaphore des jeux vidéo en disant quand vous êtes un homme blanc hétérosexuel, vous jouez au niveau de difficulté le moins élevé. En fait, il disait, bon ben voilà, c'est comme si vous choisissiez le mode facile d'un jeu vidéo. Et en fait, il y a eu quelques personnes qui ont critiqué cet article, mais finalement, par rapport à la critique qu'il faisait, il a été plutôt bien entendu, plutôt bien accepté. Il n'a pas eu, par exemple, les mêmes réactions qu'ont pu connaître Marla ou Anita Sarkeesian. Et en fait, Liza Nakamura, elle revient sur cet article et elle compare ça à des femmes non blanches qui ont essayé de défendre la même chose mais qui là se sont pris des réflexions pas possibles. En fait, elle dit que finalement les jeux vidéo et leur culture, c'est alors ce qu'elle appelle, enfin c'est pas elle mais elle reprend cette notion un white special imaginary. Alors j'ai pas encore réussi à trouver la bonne traduction, donc je vous le mets directement en anglais, mais en fait c'est l'idée d'avoir un espace imaginaire dont les femmes et les personnes de couleur peinent à avoir un accès puisque leur identité ne correspond pas à l'idée qu'on se fait du joueur de jeux vidéo. Et donc elle explique comment effectivement ce blogueur a pu parler de son expérience aussi facilement puisque finalement il avait une identité qui était automatiquement acceptée comme celle du joueur alors que les femmes qui ont essayé de s'attaquer au même problème avaient leur identité qui était constamment remise en cause en tant que joueuse. Et le dernier article dont je voulais vous parler, c'est celui de Nina Enteman qui est hyper intéressant. En fait, elle reprend la question « Où sont les femmes dans les jeux vidéo ?» pour montrer que la manière dont on pose la question rend invisible des endroits de la production où elles sont présentes. En fait, elle note que les femmes sont notamment présentes au début de la production des consoles quand il faut assembler les composés électroniques. En fait, elle montre que c'est une main-d'œuvre qui va être essentiellement composée de femmes non blanches. Et outre les rapports de pouvoir liés au genre ou aux représentations ethno-raciales, elle souligne aussi que c'est des emplois extrêmement précaires et avec une localisation qui met en jeu aussi les rapports asymétriques entre le nord et le sud. Et en fait, elle souligne que quand on pose la question « Où sont les femmes dans les jeux vidéo ?», il faut faire attention à spécifier qu'on parle de la création de contenu. C'est ce que Marla a fait tout à l'heure, vraiment en définissant vraiment tous les types de métiers auxquels elle s'intéressait. Puisque sinon, si on parle des jeux vidéo en général alors qu'on s'intéresse à la création de contenu, on a tendance à rendre invisibles ces femmes-là qui ont déjà une position extrêmement précaire et marginalisée. Donc, encore une fois, les articles que je vous propose ici sont absolument pas exhaustifs. On a aussi beaucoup de blogs qui vont développer des articles hyper intéressants en dehors des espaces académiques. On a des communautés, notamment Nerds of Color, Geeks of Color, on a plein de communautés comme ça qui se créent autour de ces questions. Et une petite étude, moi aussi j'ai ramené mes chiffres, qui m'a beaucoup intéressée là-dessus, c'est un article de Michael Hitchens, qui est pareil, qui est en ligne, qui est sur gamestudies.org. Alors, lui, il ne s'intéresse pas aux représentations, vraiment en allant chercher chaque représentation pour étudier les stéréotypes. Il va plutôt faire des statistiques. Mais c'est des statistiques qui sont hyper intéressantes parce qu'elles croisent justement différentes représentations.
puisque jusqu'ici, en fait, dans les études statistiques, on va plutôt soit s'intéresser à la proportion de personnages hommes versus personnages femmes, ou alors à la proportion de personnages blancs versus personnages non blancs. Et lui, en fait, il essaye de s'intéresser un peu à toutes les dimensions de ce problème-là, en s'intéressant, donc lui, il s'intéresse au FPS. D'une manière plutôt large, disons qu'il va plutôt s'intéresser aux jeux qui sont en vue subjective. Donc il a un énorme corpus de plus de 500 jeux, et dans ce corpus-là, en fait, il va en sélectionner 482, dans lesquels on peut identifier le genre du personnage. Donc, première donnée, sur 482 jeux, seulement 20 proposent d'incarner une femme. Ça fait 4%. En sachant que dans les 20 personnages femmes, ça ne veut pas dire 20 personnages différents, mais parfois un seul personnage qui va être présenté dans plusieurs jeux, puisqu'il y a eu des suites. Mais ce qui devient vraiment intéressant, c'est quand on croise représentation de genre et représentation ethno-raciale. Là, sur 482 jeux, il en reste 2. Ça fait 0,41%. Savoir que ces 2 jeux, c'est ceux que Marla a présentés tout à l'heure, à savoir Mirror's Edge et Portal. C'est là aussi où je vous dis qu'il prend la notion de FPS de manière extrêmement large, puisque ce sont des jeux en vue subjective, où on peut avoir cette idée de viseur, mais qui sont quand même très éloignés de l'univers standard des FPS. Et ce qui vient aussi intégrer en plus de ces problématiques-là, c'est de s'intéresser en fait à l'univers professionnel dans lequel les jeux vont se dérouler. Est-ce que le héros est militaire? Est-ce que c'est un hacker? Est-ce que c'est plutôt un civil? Et alors là, il arrive à une conclusion, c'est que plus de 60% des FPS se déroulent dans un contexte militaire, et que le deuxième contexte représenté, donc c'est celui des civils, qui arrive donc seulement en deuxième position, il descend déjà à 7,6%. Donc ça fait vraiment une majorité écrasante de FPS qui se déroulent dans un cadre militaire. Ce qui s'explique bien évidemment aussi par le fait que beaucoup de FPS reprennent le contexte de telle ou telle guerre, donc contexte militaire. Ce qui est hyper intéressant en fait dans cette étude, c'est que Michael Jens, il soulève un point important, c'est celui de traiter aussi de la figure hégémonique, c'est-à-dire de la figure majoritaire dans les jeux vidéo. Parce que ce qu'on constate avec cette étude, ou simplement quand on joue, c'est que le nombre de jeux qui vont proposer une héroïne non blanche comme personnage principal, il est quand même extrêmement peu élevé. On a quelques exemples donc avec Portal, avec Mirror's Edge, notamment aussi avec Remember Me plus récemment, mais ça reste quand même un corpus assez restreint. Étudier ces représentations minoritaires, c'est primordial. C'est notamment primordial pour pointer tous les stéréotypes à l'œuvre et pour pointer la rareté de ces personnages. Mais néanmoins, là où il n'y a pas de représentation de personnages minoritaires, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de quoi étudier la représentation genre ou la représentation ethno-raciale. Ce que je veux dire, c'est que finalement, on va souvent interroger les mêmes jeux, et qu'il y a énormément de jeux qu'on pourrait interroger, notamment du point de vue de la construction de la masculinité ou la construction de la blanchité, mais ceux-là, on va plutôt les laisser dans un angle mort, on ne va pas forcément les interroger. À ce propos, je vous cite une citation donc, de Richard Dyer, qui a écrit l'ouvrage White, et qui écrit donc, dans un autre ouvrage, la traduction n'est pas de moi, elle est de Maxime Servul. Étudier les groupes subalternes a eu comme conséquence de réinstaurer l'idée qu'ils avaient un caractère étrange, différent, particulier, qu'ils divergeaient de la norme. Parallèlement à cela, la norme a continué à apparaître comme la forme naturelle, inévitable et ordinaire de l'humanité. Des efforts sont aujourd'hui faits pour rectifier cela et montrer que la norme est elle aussi construite. Donc il y a aussi tout un enjeu pour s'interroger sur la construction de ce qu'on appelle la blanchité, la construction des identités blanches et la manière dont elles s'articulent à la problématique du racisme. C'est-à-dire de s'interroger sur les logiques sociales qui font que tel ou tel groupe va être minorisé. Donc c'est un champ de recherche où on doit prendre aussi énormément de précautions, puisqu'il ne s'agit surtout pas de renforcer une position centrale de l'identité blanche dans la production ou dans la transmission des savoirs. Il s'agit vraiment, je cite Maxime Servul, de déloger la blanchité de sa position centrale et normative,
d'où notamment en fait, le champ de recherche, on l'appelle les Critical White Studies. Vraiment, le terme de critical est hyper important dans ce champ. Et donc, dans le cadre des jeux vidéo, on peut par exemple lier ça de très près à la notion de masculinité militarisée et de la blanchité des personnages. C'est ce qu'on a vu avec Resident Evil 5, c'est ce que Michael Hitchens fait aussi. On peut s'interroger aussi dans les publicités, décidément PlayStation. Donc, voilà. Ça, c'est pour la PlayStation portable qui avait une édition blanche. Et donc voilà, White is coming. Sony s'est défendu en disant que c'était juste une proposition artistique, qu'il ne fallait pas y voir quoi que ce soit d'autre. Voilà. Elle a finalement été retirée quand même. On peut aussi s'interroger, il y a quelque chose qui ressort beaucoup aussi, c'est comment finalement cette blanchité vient aussi structurer la représentation des héroïnes noires, puisque quand elles sont présentes dans plusieurs jeux qui se suivent, elles ont tendance à être blanchies de plus en plus dans les jeux. Elles ont une peau extrêmement claire et la plupart du temps, elles ont soit les cheveux blancs, soit les cheveux très lisses. Donc finalement, on a l'impression que même avec ces héroïnes-là, on a toujours derrière une représentation normative, comme s'il y avait une sorte de limite à ne pas franchir pour que finalement les identités blanches restent quand même majoritaires et en position de norme. Plus généralement, on verra sûrement après aussi, la notion de blanchité, elle peut être aussi beaucoup liée à la construction d'une culture et d'une image du geek ou du joueur de jeux vidéo. Et donc, on peut s'interroger sur les représentations qui sont dans les jeux vidéo, mais aussi en dehors, notamment dans les médias spécialisés qui traitent du jeu vidéo. Je vais vous citer un exemple très rapide dans un ouvrage qui s'appelle la saga des jeux vidéo. Vous devez peut-être connaître, qui est un ouvrage qui est souvent conseillé quand on parle de l'histoire des jeux vidéo, puisqu'en fait on nous parle de toute l'histoire des jeux vidéo depuis leur création jusqu'à aujourd'hui, en suivant différentes figures qui ont fait cette histoire, comme Philippe Ulrich, Frédéric Reynal, Eric Chahi, etc., etc. Et donc, à un moment, dans cette saga des jeux vidéo, l'auteur parle d'un créateur de jeux vidéo et il écrit « l'asiatique Paul Cuisset » pour le présenter. Bien évidemment, quand il présente d'autres créateurs, il ne va pas dire le blanc un tel, le blanc un tel. Les autres personnages sont définis par leur caractère, leur comportement, leurs traits, parce qu'ils sont charismatiques. Paul Cuisset est défini comme l'asiatique Paul Cuisset. Donc, ce qui demande à être interrogé, ce n'est pas seulement le terme en lui-même, mais c'est justement ce traitement différencié qui fait que d'un côté, on va souligner ce que l'on pense être la différence et de l'autre côté, finalement, on va laisser dans l'ombre ce qui est accepté comme la norme. On considère que ça va de soi. Les autres créateurs, donc, ils sont plutôt représentés par des traits de caractère, mais leur blanchité n'est jamais soulignée. Elle va se construire en creux. En fait, c'est vraiment cette idée que les identités blanches, elles vont apparaître uniquement en creux lorsqu'elles viennent souligner des représentations qui s'éloignent d'elles-mêmes. C'est ce que Richard d'ailleurs va expliquer en fait dans l'ouvrage White, c'est qu'il va indiquer en fait que, je cite aussi, la blanchité ne dit pas son nom, c'est une position invisible. Dans la représentation, les personnes qui vont être perçues comme blanches, elles vont être perçues comme faisant partie de la race humaine en général, mais elles ne vont pas être perçues comme ayant une identité ou une culture spécifique. En revanche, les personnes qui vont être perçues comme non blanches, elles vont être toujours examinées au prisme de l'identité blanche et on va regarder ce qui diffère, alors que l'identité blanche, elle, va toujours apparaître comme normale, naturelle et non spécifique. Petit exemple, par exemple, vous avez la version américaine de Final Fantasy VII où tous les héros parlent un anglais parfait, sauf le personnage de Barrett qui va parler, alors dans les forums ils vont dire qu'il parle un broken English. C'est le seul qui va avoir cette manière de parler. Donc, en gros, pour conclure, ce que j'essaye de vous montrer là-dedans, c'est que ce qui doit notamment être interrogé, c'est aussi la construction de ce regard particulier, qui se veut être un regard totalement neutre et objectif, voire omniscient,
alors que c'est un regard extrêmement spécifique et situé. Et c'est ce point de vue, donc celui du héros, qu'il faut aussi étudier, puisque on l'imagine comme majoritaire, donc d'habitude on ne l'étudie pas forcément, mais il a vraiment besoin aussi d'être déconstruit et interrogé. D'ailleurs, ça nous renvoie aussi à la critique qu'on a pu faire aussi dans les sciences de la notion de neutralité, où on a un chercheur qui flotte, qui n'est situé nulle part. Ça, je vous renvoie aux articles de Sandra Harding et Donna Haraway. Donc là, c'est aussi ça qu'il faut interroger dans les jeux vidéo, ce regard qui se veut objectif et neutre, mais il faut se rappeler qu'il est situé et il faut s'interroger à tous ces présupposés qui ne sont pas dits ouvertement. Et je vais m'arrêter là parce que je n'ai même plus le temps.